Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. Salut On Guillaume. parle aujourd'hui du Bellator Paris, ça y est, on y est, le retour de l'organisation américaine à Paris. Vous le savez, ça a lieu ce vendredi à l'Accor Hotel Arena, les places sont dans la description si ça vous intéresse. On va parler du retour de Cheick Kongo pour son deuxième title shot chez les lourds, et surtout, plutôt que surtout, mais de Yoel Romero qui va faire son deuxième combat au Bellator à Paris en short notice face à un adversaire que Rusty va vous présenter. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Cheick Kongo, Ryan Bader numéro 2. Le premier avait été extrêmement frustrant pour nous fans de MMA. C'était conclu sur un hype un peu... On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Là, Oui. depuis, Cheick Kongo a retrouvé la victoire. De son côté, Ryan Bader, il a eu un run un petit peu compliqué, fin de run un peu compliqué chez Light Heavyweight, puisqu'il reste sur 2 défaites, donc face à Vadim Nemkov et Corey Anderson, à chaque fois par TKO, mais il a confirmé son statut de champion des lourds. Et là, il ne lui reste plus qu'une seule ceinture, c'est celle de champion poids lourd. Est-ce qu'il peut conserver sa ceinture à Paris, ou bien est-ce que Cheick Kongo va réussir à s'imposer et ponctuer là sa carrière d'une bien belle manière, Big Rusty? Bah ouais, parce que c'est vrai que le combat, il probablement va être disputé parce que, l'opposition, je pense, va être assez équilibrée en fait, parce que c'est vrai que même si Ryan Bader, depuis qu'il est passé de l'UFC au Bellator, il a vraiment gardé son niveau élite et il l'a prouvé. Il a mis des KO à droite à gauche et il est devenu double champion. Le Mais premier c'est de l'histoire vrai- du Bellator d'ailleurs. Le premier de l'histoire. Double champion? Oui. Ah oui, parce qu'en même temps, c'est ça, parce qu'il y avait Simultané, déjà eu ouais, Pitbull, c'est ça. Ouais, ok. Mais et donc effectivement, impressionnant de la part de Ryan Bader. Il a eu des coups d'arrêt, comme tu l'as dit, mais c'est vrai que il a été mis KO sur ses dernières apparitions. On sait que Cheick Kongo, lui, il n'y a pas de problème. Mettre des KO, ça le connaît aussi. On rappelle, juste pour le plaisir, on va rappeler un peu le parcours de Cheick Kongo. 46 ans, bientôt 47 dans quelques jours. Il y a 20 ans déjà, il était champion d'Europe de boxe française, champion de Muay Thai. Il est passé par l'UFC, il a fait 18 combats à l'UFC, il a affronté des légendes comme Cain Velasquez, Mirko Cro Cop, il a battu d'ailleurs Mirko Cro Cop. Il a mis le KO de l'année 2011 contre Pat Barry. Comeback Ah, de comeback tous les de- plus gros comebacks de l'histoire du MMA, peut-être. Voilà, oui, honnêtement, c'était tellement spectaculaire que même si c'était pas dans un combat pour le titre ou quoi, c'est le combat qui a rendu tout le monde fou en fait. Donc Cheick Kongo pour vous servir. En plus, après ça, il est passé au Bellator. 17 combats au Bellator, il y est depuis, je crois, 2013. D'ailleurs, il a pas été fini depuis près de 10 ans. Cheick Kongo, c'est un truc de fou aussi, ça. C'est-à-dire que les 3 défaites, d'ailleurs, seulement 3 défaites qu'il a eues depuis 2013, aucune par finish. À chaque fois, c'est par décision qu'il a perdu. Et au Bellator, pareil, en fait, il a maintenu un niveau élite mondial pendant 10 piges, même après, donc là, 47. Donc, c'est-à-dire que depuis qu'il a 37 ans, il a continué à maintenir un niveau élite mondial poids lourd. C'est du délire. Et là, il a prouvé, donc, Cheick Kongo, encore une fois, en le battant clairement, après un premier round difficile contre Kharitonov, il est revenu. Il a utilisé, et c'est pour ça que on sait que c'est un kickboxer, hein, c'est un monstre du pied-point Cheick Kongo, mais face à Sergei Kharitonov, c'est grâce à la lutte et grâce à son contrôle au sol qu'il a réussi à mettre salement dans le dur le monstre Kharitonov et ensuite à lui placer un étranglement arrière. Donc en fait, c'est vraiment intéressant parce que non seulement il garde un extraordinaire niveau chez Kongo, mais en plus de ça, il rajoute des armes à son palmarès et c'est grâce à ces nouvelles armes qu'il commence à battre des gars comme Sergei Kharitonov. Donc ce qui est monstrueux de la part de notre Cheick national, c'est que là, contre Ryan Bader, qui est peut-être un peu plus effectivement maintenant dans une période compliquée,
Même Mais s'il compliqué. reste. Et puis, je me permets de préciser, Big Rusty, c'est compliqué, mais face au tout meilleur de la planète, on en avait déjà parlé avec Big Rusty, Vadim Nemkov et Corey Anderson qui se sont affrontés récemment, et Corey Anderson commençait à prendre peut-être un petit peu la mesure de Vadim Nemkov, ou en tout cas le dominer. C'est clairement les deux meilleurs de la catégorie au Bellator, et dans ce qu'on se dit régulièrement avec Rust, on se dit qu'ils auraient très clairement leur place dans le top 5 au pire, mais vraiment au pire top 10 UFC. Donc il n'y a pas de honte non plus à perdre contre Nemkov et Corey Anderson parce que ce sont les deux meilleurs de la catégorie light heavyweight au Bellator. Ouais, absolument. Et c'est vrai que tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai que on parle de coups de mou, mais parce que c'est le double champion qui écrasait tout le monde au Bellator, qui a perdu. Donc à partir du moment où tu étais le tout meilleur et que tu écrasais tout le monde et que tu commences à perdre, bon, bah, ça veut dire que tu n'es donc plus le meilleur. Et donc c'est vrai, automatiquement, on parle de coups de mou, mais en réalité, c'est parce qu'il affronte, comme tu l'as dit, que des assassins en fait. Mais néanmoins, ben, peut-être que Cheick Kongo va analyser tout ça et voir qu'il y a certaines ouvertures chez Ryan Bader. On sait que s'il a utilisé sa lutte contre comment s'appelle-t-il, contre Kharitonov, bon, ça veut pas nécessairement dire qu'il pourra l'utiliser contre Ryan Bader. C'est pas les mêmes combattants. Ryan Bader lui vient de la lutte, levels to this game, mais Bader venant de la lutte, c'est compliqué d'aller le chercher. Il est excellent dans ce domaine, mais on ne sait jamais en fait. Et c'est pour ça que moi ça me fascine, c'est que j'ai envie de voir quelles armes va utiliser Kongo pour prendre la mesure de Ryan Bader en fait, parce qu'il a vraiment les chances de gagner Cheick Kongo. Donc je suis vraiment très intéressé à savoir s'il reste à distance, ce qui est le plus probable pour essayer de battre Ryan Bader. Est-ce qu'il essaye d'engager son clinch, mais c'est là où ça peut être dangereux parce que par essence, si tu te rapproches et que tu viens au contact d'un lutteur, les changements de niveau, ça peut te surprendre et tu peux perdre un round, voire même te faire soumettre ensuite. Même si on sait que le clinch de Cheick Kongo, il est connu pour être létal salement. Mais donc voilà, vraiment, je suis très curieux de voir quelle stratégie va utiliser Cheick Kongo, mais en sachant qu'il a vraiment, là, les gars, on a Cheick Kongo, c'est possible qu'il devienne champion de la deuxième meilleure organisation mondiale. Il a toutes ses chances. Et contre un monstre. C'est peut-être la plus grosse légende du MMA français, Cheick Kongo. On en a d'autres, mais je pense que c'est le numéro 1 en tout cas en termes de légende. Et là, le fait qu'il réalise ça, ça fait plaisir de se dire on va y être en fait. On va pouvoir voir et être témoin d'un truc comme ça aussi monstrueux. C'est historique, quoi. En tout cas, du côté de Cheick Kongo, Big Rusty, c'est vrai qu'on peut lui reprocher, en tout cas, on peut lui reprocher, mais c'est à double tranchant. C'est vrai qu'à mon avis, sa longévité vient du fait qu'aujourd'hui, Cheick Kongo est en pleine conscience de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire et de son style qui est tout à l'économie, qui lui permet par exemple de s'imposer contre et d'infliger une première défaite en carrière à Monsieur Miniakov, qui était à 18-0 à l'époque et qui était vu par beaucoup comme le meilleur heavyweight hors UFC, mais d'un autre côté, qui fait que Cheick Kongo, malheureusement, va s'incliner par décision contre Johnson lors des débuts du Bellator à Paris, où on a à aucun moment un sentiment un petit peu d'urgence de la part de Cheick Kongo. Là, j'espère qu'il justement, si jamais ça se passe mal lors du combat, tu vois, il y aura un petit peu plus ce côté on va clairement pas laisser ça entre les juges. Si ça ne se passait pas comme prévu, toi, comment visualises-tu ce combat? Et pas comment souhaites-tu que ça se passe, mais le petit prono du Big Rusty. En soi, c'est vrai que ça va dépendre de l'approche de Cheick Kongo. Parce que c'est vrai, c'est pour rester objectif, c'est vrai que, par exemple, le dernier Bellator Paris contre Tim Johnson, ça nous avait un peu frustrés parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de sentiment d'urgence et que le combat n'était pas... Et même lui en était ressorti frustré. Ouais, absolument. Et le combat n'était pas aussi spectaculaire qu'on l'aurait souhaité. Et c'est d'ailleurs fini en split décision parce que même si il n'y avait pas beaucoup d'engagement et pour autant, du coup, il n'y a pas eu non plus de claire décision, de clair gagnant, quoi. C'était vraiment, c'était une split décision. Et même si ça veut rien dire, effectivement. Enfin, les split décisions, ça veut seulement dire que. Mais bref. mais c'est la manière dont je vois les choses se passer. Je vois bien un Cheick Kongo qui essaye, parce que je pense que c'est là tout son intérêt, de rester à distance. Il a largement les armes pour faire salement mal à Ryan Bader.
Donc, j'ai presque envie de dire, la logique, normalement, voudrait un Cheick Kongo en déplacement latéraux qui essaye de saupoudrer de low kick et de direct jab arrière sur Ryan Bader. De temps en temps, pourquoi pas, et oui, et je crois que c'était contre Sergei Kharitonov qui de temps en temps il rentrait avec des step-in, enfin des genoux en avançant qui étaient mais sublimes. Je crois que c'était contre Kharitonov, et de temps en temps faire des trucs comme ça, tu vois, en assurant le coup comme c'est un maestro, hein. Mais tu sais, en boum, des petits directs, de temps en temps il rentre, il protège sur les changements de niveau, boum, il rentre un knee, mais un knee, un genou pardon, un genou perforant, et il repart. Honnêtement, il peut non seulement sortir son épingle du jeu comme ça, mais il peut vraiment, je pense, blesser Ryan Bader comme ça aussi. Et de temps en temps, quelques accrochages, et dans ces accrochages-là, c'est là que ça peut être dangereux aussi, parce que Ryan Bader, il est rapide et il a du pouvoir de KO, et c'est là où je pense qu'on croustillera un peu. Mais en soi, théoriquement, un jeu à distance, c'est là où il pourrait dominer, et où il est peut-être plus technique que Ryan Bader. Maintenant, Ryan Bader le sait, donc forcément, il y a des chances qu'il mette la pression et qu'il essaye de casser la distance. Et c'est là où ce sera intéressant, c'est de voir de voir comment est-ce que défend Cheick Kongo, et est-ce qu'il essaye de rester au contact, peut-être faire du clinch contre la cage pour mettre en avant ses genoux. On va voir. Avançons, Big Rusty. Ouais. Place au co-main event. Yoel Romero est à Paris. Franchement, je suis très excité pour ce combat-là. Mais une question se pose, donc qui devait affronter la légende Melvin Manoff. Melvin Manoff blessé après avoir réglé le compte de quelques malfrats. Et je pense qu'il s'est... Alors, j'ai pas vu quelle était la blessure exacte, mais il a été donc dit que c'était lorsqu'il a appréhendé les cambrioleurs qui s'est blessé. Et l'histoire, en fait, c'est qu'il a chassé les mecs dans sa voiture. Et après, en mode transporteur, il est arrivé, il a pété la vitre des gars à main nue et il les a sortis. Je serais prêt à parier que c'est en pétant la vitre à main nue qui s'est ouvert et que ça n'a pas récupéré. Mais c'est une hypothèse, j'en sais rien. Toujours est-il que dans une blessure qu'il a contractée à ce moment-là, ça a causé le fait qu'il a dû sortir du combat contre Romero, ce qui vraiment fait chier, parce que ça aurait été un banger, mais interstellaire, quoi. Et donc finalement, Yoel Romero affronte Alex Polizzi, 10-1 en carrière, Big Rusty. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que Romero a toujours envie d'être un combattant de très haut niveau? Parce qu'au regard de son run là, ça commence, il n'affronte que des tueurs à gages. Premier combat au Bellator contre Phil Davis, défaite par décision, mais on peut quand même se poser la question, parce que si vous avez regardé le dernier combat, vous n'avez pas manqué le moment où Yoel Romero s'est dit, mais c'était pas en 5 rounds, c'était pas en 5 rounds ce qui devait se passer. Donc là, personnellement, moi, ça commence à m'inquiéter parce qu'on a loué et on continue de louer la longévité de Yoel Romero, quasi immortel finalement, parce qu'il est toujours mine de rien en top shape. On était content qu'il arrive en light heavyweight parce que certes, il avait fait son début de carrière en light heavyweight, mais il y a toujours eu des problèmes à l'UFC, notamment en middleweight, pour faire le poids. On se disait ça va être bien pour les dernières années de sa carrière, il va pouvoir se concentrer pleinement sur le combat plutôt que son combat contre la balance à proprement parler. Là, moi, j'ai envie, tu vois, d'avoir un vrai Yoel Romero et pas d'avoir, même si on en est encore très loin, mais quelque chose du type de Rampage Jackson sur ses derniers combats. Et j'espère qu'on a vraiment pas ça pour Yoel Romero, et surtout là, à la différence des autres combats, déjà contre Phil Davis, tu vois, pour moi, il fallait pas qu'il perde. Là, contre Alex Polizzi, non, ce n'est pas possible, parce que, enfin, sur le papier, vous avez une légende, un mec qui appartient, en tout cas moi je considère toujours, qui fait partie du gratin Yoel Romero, contre quelqu'un qui a certes les dents longues, mais qui est pas du même calibre pour le moment. Ouais, ça me fait vraiment super peur aussi. En fait, ça me fait d'autant plus peur que ça, on l'a vu, mais tellement de fois, le délire de un combattant qui est un petit peu sur la fin, très bon et ultra chaud et très expérimenté, il y a un remplacement au dernier moment, et ou alors il combat contre un petit jeune qu'il est censé éclater en 2-2, et que ce soit parce que il n'était pas aussi motivé pour l'affronter finalement, ou parce que du coup il s'est pas entraîné autant parce qu'il a considéré que c'était facile, et il se fait surprendre. Et ça me ferait vraiment peur, effectivement. Alex Polizzi, il est même en carrière. Pardon, Big Rusty, je me permets de te couper aussi rapidement. Même là, le combat Yoel Romero, Melvin Manoff, on avait parlé lors de l'officialisation, on est très content qu'il y ait Yoel Romero, mais ça avait plus, enfin, c'était
objectivement, enfin moi je le prenais plus comme un combat d'exhibition de MMA entre d'un côté Yoel Romero qui appartient vraiment sportivement sur le papier. En février 2020, Yoel Romero il challengeait Israël Adesanya pour la ceinture middleweight de l'UFC, et l'autre côté Melvin Manhoef, ça fait peut-être 10 ans qu'il est plus dans son prime. Donc pour moi c'était plus, on offre aux fans la possibilité de voir une superstar comme Yoel Romero face à un mec qui est spectaculaire, mais on sait très bien comment ça va se terminer, tu vois. Donc déjà ça, en termes de, je pense, de motivation pour un Yoel Romero qui a tout connu, je pense qu'il partait déjà en mode, bon, on va plier ça vite fait avec Melvin. Ouais, mais c'est ça, en fait c'est ce qui me fait super peur. C'est effectivement, ça va être la motivation de Yoel, parce que là, en plus, il est face à un mec, Alex Polizzi, il a 8 finishes sur ses 10 combats, mais il est plus porté sur les soumissions. Donc, théoriquement, on pourrait se dire que donc, Yoel Romero va arriver en se disant, bon, c'est un gars qui va vouloir m'amener au sol. C'est encore un petit genou, debout, il me causera pas beaucoup de problèmes. C'est tellement facile, et je pense vraiment que quelque part dans la tête de Romero, il y aura un peu ça en fait. Il y aura un truc en mode, bon, s'entraîner dur, ça il l'a fait toute sa vie, mais ça devrait être du gâteau face à ce petit jeune qui fait pas le poids, qui a pas l'expérience que j'ai, qui a pas le niveau que j'ai dans aucune des disciplines normalement. Et ça pue le traquenard, mais d'une force. Et du coup, et vraiment, ce serait terrible, parce que si Romero venait à perdre là contre Alex Polizzi, bon, peut-être que Polizzi, ça se trouve, futur champion, hein, on n'en sait rien. Mais c'est un remplacement de dernière minute. Voilà, ce serait compliqué. Maintenant, ça se trouve, Yoel Romero. Mais c'est vrai que l'histoire tente à nous démontrer que c'est ça qui se passe généralement, c'est ça qui me fait peur. Mais peut-être qu'il va nous prouver l'inverse, qu'il va arriver, il va démonter son jeune adversaire en un round sur un truc qu'on va encore pas voir venir. Et tout le monde va être en mode, bon, il a encore de beaux jours devant lui, c'est Yoel Romero, comment a-t-on pu douter, gna. On va voir. Mais il faudrait, là franchement, pour Yoel Romero, il faudrait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Stig, qui a retenu ton attention pour cette carte du Bellator Paris? Est-ce qu'il y a un choc en particulier, ou quelques chocs en particulier? Quelques chocs, hein. Ouais, quelques chocs. En vrai, mais c'est ça qui est vraiment stylé, c'est que la carte, vraiment, elle se vend toute seule. C'est même pas une blague. Bah, en fait, si on prend ne serait-ce que par ordre chronologique, il y a vraiment dur. Bah, déjà, normalement, le combat qui vient après, c'est, Yves Landu contre Gavin Hughes. Et déjà, ça, à mon avis, ça va être un combat ultra spectaculaire, parce que les deux sont des finishers. L'anglais Gavin Hughes, il est solide de ouf. Il est à 10-2 et sur ses 10 victoires, 9 finitions. Yves Landu, on présente plus. La dernière fois qu'il était à Paris, il a embrasé la salle sur un genou sauté dont on se souvient tous. Donc déjà, ce choc-là, tu sens qu'en fait, le Bellator a voulu faire des match-ups vraiment spectaculaires face à des gars qui viennent pour le finish, des gars qui en veulent. Donc Yves Landu, Gavin Hughes, ça va être ouf. Il y a Soren Bak qui revient aussi contre Charlie Leary. Et Soren Bak, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un combattant de MMA plus porté sur le grappling et les soumissions. Il est ultra talentueux et il est connu dans le circuit pour être vraiment un tueur à gages au sol. Et d'ailleurs, il a battu Paddy Pimblett au Cage Warriors, qui est maintenant à l'UFC, tout le monde le connaît, et Morgan Charrière. C'est vraiment un gars qui est ultra solide, danois. Pour le titre intérimaire, Morgan Charrière. Ouais, absolument. Ouais. Et là, il revient contre Charlie Leary. Et pour le coup, Charlie Leary, je pense que personne ne le connaît, parce qu'il a 39 ans, parce qu'il n'a pas un palmarès qui est incroyable. Bon, vous avez deviné, c'est pour une victoire spectaculaire probablement de Soren Bak, mais en tout cas, vraiment, pour voir Soren Bak, c'est stylé. Ensuite, il y a Lawrence Larkin et Kyle Stewart. Vraiment, c'est pour ça, c'est vraiment, vraiment stylé de ouf, la carte. Lawrence Larkin, et la mousson d'ailleurs, j'adore ce surnom, mais c'est un gars qui, il a tout connu à l'UFC, au Strikeforce, au Bellator. Il a battu des gars comme Robbie Lawler et Jorge Masvidal, enfin quand même. Il a affronté à peu près tout le monde dans toutes les organisations. Il vient de heavyweight alors qu'il fait 1m80. Il a battu des gars en heavyweight, light heavyweight, middleweight, et là il est en welterweight à moins de 77. Il a un striking qui est vraiment, mais je surkiffe, parce que tu sais, ça fait partie de ces gars. Ils sont ultra créatifs, super inhabituels dans leur manière de striker, mais ils font pas n'importe quoi en fait. C'est-à-dire qu'ils font des trucs que t'as jamais vus. Ils font des trucs que tu ne verras pas ailleurs, mais qui sont faits de manière méthodique et qui marchent. Il fait des trucs genre des stomp kicks au corps, mais qui envoient les mecs jusqu'à Pluton. Il met des spinning back low kicks à la Andy Hughes et pour éclater des gars en low kick. Et ça marche d'ailleurs, les low kicks, ça c'est une de ses spécialités. Il fait super mal en low kick. Et en fait, il a un pied-point qui est super intéressant. Il est super complet.
Et bah là, juste le fait de le revoir, je suis trop content. Et Est-ce Kyle que, Stewart, est-ce que qui tu n'es en pas fait dans le- déçu de son run à Lawrence Larkin au Bellator? en soi, en fait, pas tellement parce que Ok. le truc, c'est que j'avais pas non plus de grosses attentes dans le sens, je le surkiffe parce que tu sais, c'est une boîte de chocolat, tu sais jamais ce que tu vas avoir avec Lawrence Larkin, mais c'est quelque chose qu'il faut dire, il est parfois inconsistant en fait. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il devienne nécessairement champion parce que comme au Strikeforce, comme à l'UFC, comme au Bellator, en fait, il est capable de faire des trucs de fou, mais il y a des combats où il est un petit peu en deçà de son niveau et où il tombe contre des mecs qui sont soit ouais, un petit peu meilleurs dans un domaine et qui arrivent à le battre ou quoi que ce soit, mais du coup, c'est un combattant de l'élite mondiale, mais je ne m'attendais pas non plus, tu vois, à ce qu'il batte des gars, et pourtant d'ailleurs il l'a fait, mais des gars comme Koreshkov et tout ça. Enfin, en même temps, on dit ça finalement, mais en vrai, là, alors, il me semble que Lawrence Larkin, il est sur 5 victoires consécutives, et sur ces 5 victoires consécutives, Lawrence Larkin, il me semble qu'il a battu des noms, bah ouais, Andrei Koreshkov et Rafael Carvalho. Honnêtement, bon, c'est des split décisions à chaque fois, c'est tendu. Mais du coup, déçu, je sais pas, parce que finalement, bon, il a perdu contre Paul Daly, c'est vrai, et contre Douglas Lima, mais c'est deux énormes noms. Donc en fait, au Bellator, à part ces deux défaites-là qui sont contre des monstres, il a affronté et battu tout le reste, dont des gars qui sont ultra solides. Donc en fait non, je même pas vraiment déçu de son run au Bellator en vrai. Et bah voilà, Big Rusty. Et il y a Ouais. aussi pas mal de petits Frenchies également. Bah ouais, bah déjà, si on suit la carte, bah déjà ça continue sur Grégory Baben. Bah là c'est pareil, enfin déjà, oui c'est des Français donc ça fait trop plaisir, mais en plus de ça, c'est du spectacle quoi. Enfin Grégory Baben, le surnom Blade. Bon, tout le monde kiffe le film Blade, donc enfin le premier et le deuxième aussi un peu, mais enfin tout le monde kiffe. Ancien de la Snake Team qui s'entraîne aujourd'hui chez Hatch et d'ailleurs Yves Landu aussi de la Snake Team. Et Baben, du coup, Grégory Baben, vétéran du M1 du KSW, donc le M1 organisation numéro 1 en Russie, KSW numéro 1 en Pologne. Et vétéran du Bellator. Et vétéran du Bellator aussi, absolument, et qui a combattu à Arès. Donc, enfin, voilà, il a fait le nec plus ultra en termes d'organisation européenne. Et sur ses 21 victoires, 18 finitions, c'est là où tu sais que voilà, le Bellator veut aussi du show. C'est que ça va être explosif de ouf parce qu'il affronte Mike Shipman qui lui-même est à 13 finitions sur ses 14 victoires. Donc, enfin, ils sont tous les deux complets. Enfin, Grégory Baben est très complet, Mike Shipman aussi. Et c'est fait pour être explosif en fait. Donc c'est pour ça que ça fait tellement plaisir. Et puis à côté de ça, c'est vrai que la carte en termes de MMA français, c'est du lourd. Donc si tu déroules ensuite le parchemin, Thibaut Gouti, Fabakary Diatta aussi a surveillé, une des pépites de l'Hatch Academy, Joël Quadja, Lucie Berthaud, qu'on ne présente plus non plus, Youssef Ouabas, d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de croiser pendant la conf de presse du Bellator et qui est super sympa, donc il affronte Mathieu Leto, qui est donc, ça aussi c'est vraiment intéressant, le protégé de Ibra et de Daniel Voirin, donc du lourd, et qui sort donc du YFC. Et d'ailleurs, ça fait vraiment marrant d'aller voir sur Tapology et Sherdog et de voir, tu sais, victoire au YFC, donc dans un circuit pro. C'est vraiment stylé, c'est vraiment cool. Et donc, en sortant du YFC, il a son contrat au Bellator. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qu'ils ont réussi à faire avec Ibra, et donc il affronte Youssef Ouabas. Ça va être un combat qui va être vraiment intéressant. Et le dernier combat entre Victor Vercher, que j'ai aussi eu d'ailleurs le plaisir de rencontrer, et qui a une histoire intéressante d'ailleurs, qui vient aussi c'est un franco-brésilien, petit parcours à la Darren Till, qui a combattu pour l'instant, je crois ses 4 premiers combats étaient sur le circuit brésilien. Et qui arrive en France avec un gros bagage et qui affronte Bourama Kamara de chez Mathieu Nicourt, donc du solide aussi, et ça va être très intéressant. Donc franchement la carte elle est en or massif quoi. Banks all day. On a oublié David Gallon aussi, Big Rusty. Mais oui, attends, et pourquoi est-ce qu'il est pas, c'est ce que j'allais dire, mais pourquoi est-ce qu'il est pas sur Tapology? Oui, c'est assez étrange. Donc on a eu le plaisir d'interviewer aussi lors de la Oui, première il est conférence trop de presse, cool, mais David j'ai peur Gallon. que la carte ne soit pas à jour. Donc Elle est pas j'espère à que jour, mais c'est ça. ouais. Donc j'espère que tous les combats, qu'il n'y a pas de combats qui ont sauté. En tout cas, on s'est Ouais. basé sur la carte Tapologie, mais en tout cas, David Gallon, le Normand, fait son retour également Mais oui. lors du Bellator. David Gallon, il y a avec notre interview qui est sur la chaîne La Sueur Clips, et David Gallon qui a fait le buzz tout autour du monde après son KO en Rolling Thunder
contre Ross Pearson, vétéran UFC. Au Probellum. Au Probellum, et là il est sur un super run, et franchement du coup j'ai eu la chance de le rencontrer aussi, il est trop cool, donc franchement que du bonheur. Et ben voilà, big shout à ma Sweet Pea. Sweet Protein, 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À très très vite, de toute façon là ne vous inquiétez pas, on se verra, en tout cas on espère vous voir lors du Bellator Paris, on y sera, on sera aussi au prochain Ares, et puis à chaque fois ça fait plaisir de tous vous voir en chair et en os, parce que c'est vrai qu'on a que des bons retours. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir chaque fois qu'on peut vous voir et échanger avec vous. N'est-ce pas, Big Rusty? Même si... Wow, ok. Bah oui, non, c'était cool. Ok, ça parle mal. Allez, à la prochaine.